Venons-en, dans ce contexte, à cette escalade importante qui inquiète Washington. L'Iran a livré à la Russie des missiles balistiques Fateh capables de toucher des cibles à une distance allant de 300 à 700 km. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. De nombreuses informations intéressantes nous attendent. Alors plongeons dans le sujet. Commençons par la situation dans la direction sud-est, où un fait intrigant a attiré notre attention. Il n'y a aucune icône signalant des actions dans cette zone, ce qui est plutôt inhabituel. Les derniers rapports indiquaient que les forces russes avaient lancé une offensive à grande échelle vers le sud des baies. Cela fait déjà plusieurs jours que la bataille a commencé, mais nous n'avons toujours pas reçu de nouvelles mises à jour, ce qui reste assez étrange. Je m'attends cependant à ce que nous ayons bientôt des informations importantes, probablement dans les jours à venir, confirmant des progrès des forces russes dans la direction du Gard. Regardons ce que dit Sean Savett, le porte-parole du Conseil de la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Nous mettons en garde contre le renforcement du partenariat de sécurité entre la Russie et l'Iran depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et nous sommes alarmés par ces rapports. Colonel, on sait déjà que l'Iran livre des armes à la Russie, quasiment depuis le début de la guerre, notamment ces drones Shahed terribles. Qu'est-ce que ça change, la livraison de ces missiles balistiques sur le terrain du conflit ? Mais d'une part, ça permet une allonge un peu plus grande, avec une charge d'explosifs aussi plus importante. Donc, ces missiles Fateh dont parlent les États-Unis ne sont pas les plus performants qu'ont les Iraniens. Ils en ont encore toute une série qui peut aller jusqu'à 2500 km ou 1400 km. Alors, il y a le dernier en date, c'est le missile Haj Qassem, qui est le missile qui a été créé en l'honneur du général Soleimani, qui avait été frappé par une frappe américaine en Irak. Donc... Ensuite, passons à la direction Pakros. Les Russes ont intensifié leurs attaques dans cette zone au cours des dernières 24 heures, cherchant à prendre le contrôle total de la région située entre les villages de Gorka, Maximilanovka et Korovka. Une vidéo montre comment les Russes ont préparé leur offensive, notamment à l'aide d'un drone qui a ciblé les abords des positions ukrainiennes. Bien que cette zone soit officiellement toujours contestée, les données de géolocalisation suggèrent qu'elle est probablement sous contrôle ukrainien. Des sources ukrainiennes ont également diffusé des images montrant une attaque russe avec 8 véhicules. Les forces ukrainiennes ont riposté en utilisant des drones et en bombardant les positions russes. Selon les rapports ukrainiens, les Russes auraient perdu jusqu'à 5 véhicules au cours de cet assaut. Cependant, malgré ces pertes, ils ont réussi à améliorer leur position dans le nord-ouest de Korovka. Plusieurs sources, y compris des cartographes pro-ukrainiens, confirment des avancées russes dans cette zone. Et il semblerait que les Ukrainiens aient perdu toute position significative dans la ville. Les zones stratégiques étant soit capturées par les Russes, soit dans une zone grise. Sur les cartes, on voit encore des positions ukrainiennes dans Korovka, mais il semble que les opérations de nettoyage soient en cours. Il est probable que les Russes achèvent la capture complète de cette partie de la ville très bientôt. Concernant la section nord-ouest, nous attendons encore des confirmations, mais d'autres informations indiquent que les Ukrainiens se sont retirés de Novovoa. Ils avancent désormais lentement à travers les champs entre Galinovka et Karovel, essayant de se rapprocher des routes d'approvisionnement cruciales, dans l'éventualité d'une évacuation rapide si nécessaire. Les forces russes continuent de resserrer leur étau. La distance entre leurs positions dans le nord-sud de Jalan-Pers et le nord-ouest de Korovka n'est plus que d'environ 6 km, rendant l'évacuation des troupes et des véhicules blindés ukrainiens extrêmement difficile. Cette poche d'artillerie est pratiquement un encerclement.
D'autre part, plusieurs sources pro-ukrainiennes ont rapporté que la situation devient de plus en plus difficile pour la 24e brigade mécanisée des forces ukrainiennes dans la direction d'Ougar. Les informations crédibles ont d'abord signalé que plusieurs soldats ukrainiens, potentiellement tout un peloton, étaient encerclés entre Ougar et Gak. Par la suite, les cartographes pro-russes ont confirmé cet encerclement dans cette zone. Il semble que ces soldats ukrainiens tentent de rejoindre les positions à Gak, mais nous n'avons pas encore de confirmation précise par géolocalisation. Ces rapports restent très intéressants, mais aucune nouvelle information concernant la ville d'Ougar n'a été publiée depuis la nuit dernière, laissant la situation incertaine. Les derniers rapports provenant de cette direction indiquent que les Russes ont intensifié leurs attaques sur deux villes. La ville d'Ukraine a été assaillie depuis le sud, l'est et le nord, tandis que la ville de Gnik a subi une attaque depuis le nord. En ce qui concerne la ville de Sido, des changements sur le terrain semblent favoriser les Russes. Des sources ukrainiennes ont publié une vidéo montrant l'utilisation de drones FPV pour cibler les forces russes le long d'une ligne d'arbres, qui a ensuite été reprise par les Russes. Dans cette vidéo, on voit également l'utilisation d'un lance-flamme TOS monté sur drone par les Ukrainiens, une nouveauté dans leurs opérations militaires. Il est probable que les Russes commenceront bientôt à utiliser un drone similaire. Mais pour l'instant, cette nouvelle tactique ukrainienne est une surprise. L'attaque du drone FPV le long de la ligne d'arbres nous a conduit à ajuster la carte en faveur des Russes. En ce qui concerne le village de Kastala, nous avons reçu des rapports intéressants. Une nouvelle vidéo du nord du village confirme une attaque de drones FPV ukrainiens sur des positions russes, indiquant ainsi que les Russes ont progressé jusqu'aux abords du village. Selon des sources pro-russes fiables, en raison du redéploiement de renforts et de réserves significatifs, les forces russes ont dû se retirer de leur position dans les parties sud et centrales de Selida, et se sont repliées vers le village de Mova et les champs situés au nord-est de la région. En ce qui concerne la zone au nord de la Russie, il est clair qu'elle est entièrement sous contrôle russe. Cependant, des doutes subsistent quant à la capture de la décharge près de Karena, car aucune photo ni vidéo ne l'a encore confirmé. De plus, il n'y a pas de rapport indiquant que les Russes aient pris le contrôle de Marinovka. Un point crucial, sans Marinovka, il devient impossible de contrôler la décharge près de Karena. Explorons plus en détail la situation à Marinovka. Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles vidéos de la région autour de ce petit village ont été publiées. Dans l'une d'elles, nous voyons une attaque menée par la 68e brigade Jaguar ukrainienne sur des positions russes près d'un bastion à l'est de Marinovka. La vidéo montre également une autre frappe de drone FPV sur un véhicule russe au sud-est de Marinovka. Si nous regardons les données de début septembre, il est évident que les forces ukrainiennes repoussent progressivement les Russes autour du cimetière au nord de Marinovka. 2 frappes de drones FPV ont eu lieu dans cette zone et 3 autres à l'est, confirmant que le village reste probablement sous contrôle ukrainien. Si d'autres preuves géolocalisées ou vidéos apparaissent, nous pourrons confirmer que le village de Marinovka ainsi que la décharge de Karacha sont toujours tenus par les forces ukrainiennes. Cela est crucial, car si cela s'avère vrai, cela changerait radicalement la dynamique des combats pour Pakros et Selida. Sans la maîtrise de la décharge près de Karena, il sera extrêmement difficile, voire impossible, pour les Russes d'avancer plus à l'ouest. Toute tentative d'avancée entraînerait des pertes importantes. Nous attendons donc plus de mises à jour de cette zone et, dès que nous aurons de nouvelles informations, nous ajusterons la carte en conséquence. Passons maintenant au flanc nord de Novavagrova. Aujourd'hui, certaines sources pro-russes ont rapporté que les forces russes avaient lancé une offensive en direction de Lys. Selon ces sources, les Russes auraient réussi à capturer les 2 villages de la zone. Toutefois, nous ne pouvons pas encore confirmer cette information. Aucune donnée de géolocalisation ni confirmation d'autres cartographes n'a été reçue. Pour l'instant, nous parlons de ces rapports sans effectuer de changement sur la carte. Ces informations circulent actuellement dans le segment russe de Telegram et sur Internet. En ce qui concerne la zone située entre Mira et Nagka,
Cette partie de la ligne de front reste largement contestée. Nous n'avons reçu aucune mise à jour significative, ni vidéo, ni photo, ni rapport, pour confirmer un contrôle par les Russes ou les Ukrainiens. Cependant, une vidéo intéressante nous est parvenue depuis la partie nord de CR. Examinons-la de plus près. On y voit un robot ukrainien se déplaçant dans la zone. Il est difficile de déterminer le modèle exact, peut-être quelque chose de similaire à C3PO ou R2D2, mais il serait équipé d'une mitrailleuse. Les Ukrainiens ont envoyé ce drone robotisé pour attaquer les positions russes dans le village, et après avoir épuisé ses munitions, ils l'ont retiré. D'après la vidéo, le robot semble avoir été positionné ici, se déplaçant du sud vers le nord. Cela suggère que tout ce qui se trouve au nord de Kayar, y compris les villages de Kar et Mka, est probablement sous contrôle ukrainien. Pour résumer, il semble que les Russes soient entrés dans ce territoire au début de leur offensive, mais ont été contraints de se replier vers Kayar par la suite. C'est une vidéo intéressante, mais nous n'actualisons pas encore la carte car nous ne savons pas exactement quand cet événement a eu lieu. Si c'est récent, cela pourrait indiquer de nouveaux mouvements, mais s'il s'agit d'images de fin août, cela représenterait probablement les premiers affrontements de l'offensive russe. Écoutez d'abord Olaf Scholz qui dit qu'il est le moment de faire la paix, et on va voir que ça rejoint certains propos de la CIA également, et quand il dit une conférence de paix, il dit y compris en discutant, ce qui est évidemment très controversé, y compris avec les Russes. Je pense qu'il est temps maintenant de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir plus rapidement à la paix que ne le laissent penser les circonstances actuelles. Et c'est vrai, il est important que nous progressions. Il y aura sans doute une autre conférence de paix, et le président ukrainien et moi-même sommes d'accord qu'elle doit se faire avec la Russie. Voilà, alors la paix, c'est un slogan un peu généraliste et général, mais ce qu'il dit quand il dit « le président ukrainien, M. Zelensky et moi, sommes d'accord pour dire que cette paix doit se faire avec la Russie ». D'abord, oui, la paix se fera forcément se fait toujours avec l'ennemi. Mais moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on ne parle pas de victoire de l'Ukraine. On parle de la paix. Il faut obtenir la paix. Ok, d'accord, mais moi, en bon clausewitzien, la paix, c'est quelque chose qui se dégage du sort des combats, du duel des armes, d'abord. Commençons par se battre, et puis après, on voit ce que ça donne. Et lorsqu'il y en a un qui dit, qui demande grâce et dit, OK, je demande à arrêter, là, oui, effectivement, on peut négocier, on peut avoir la paix. Est-ce que c'est le retour du bon vieux pacifisme allemand, plutôt rouge que mort, et cette idée très allemande que... C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que Olaf Scholz, il dit ce que Volodymyr Zelensky dit. La seule différence, là, la seule nouveauté, c'est qu'il a dit, Olaf Scholz, je voudrais qu'on parvienne plus rapidement à la paix. Passons maintenant à la direction de Chavar, où les Russes poursuivent leurs opérations offensives. Comme mentionné dans la précédente mise à jour, il est probable que les Russes aient pris le contrôle du point le plus élevé au nord de Chavar, capturant cette colline stratégique. Depuis cette position dominante, les Russes ont commencé, ou s'apprêtent à lancer, une attaque vers le sud. Ils ont intensifié leurs bombardements sur Chavar, ciblant les positions ukrainiennes avec des FAB et des missiles pour détruire les fortifications et les bastions. Bien que nous n'ayons pas encore de confirmation d'avancée russe sur le terrain, il semble probable que le territoire à l'ouest du village de Kalinovka ait déjà été capturé par les forces russes. Elle semble se préparer à un assaut de grande envergure sur la zone industrielle et les quartiers résidentiels de Chavar au sud. Passons maintenant à la situation à Sers, qui reste sous un feu intense. Aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle série de vidéos montrant les forces russes bombardant et attaquant la ville. Cependant, aucun changement significatif sur le terrain n'a été signalé. Les Russes continuent de bombarder les positions ukrainiennes, préparant probablement une offensive à grande échelle, mais la date exacte de cette opération reste inconnue. Concernant les directions sud et centrales, il y a eu quelques évolutions. Selon des cartographes neutres, les forces russes ont amélioré leur position au cours des 24 dernières heures, capturant de nouvelles lignes d'arbres, villages et fortifications. Elles se sont désormais rapprochées du village de Nova Sadava. En ce qui concerne la direction nord de Sin, les informations sont limitées.
Nous avons seulement une vidéo géolocalisée montrant les Russes bombardant la ville de Glushkova. C'est le deuxième jour consécutif que nous recevons des mises à jour de cette zone. Nous avons également identifié 2 anomalies de feu significatives au sud, près du village de Smavka, récemment capturées par les Russes. L'image montre ces 2 grandes anomalies, suggérant que les Russes prévoient de pousser plus à l'ouest. Si elles réussissent à contrôler ces champs et à avancer vers le passage à niveau ferroviaire dans cette direction, cela pourrait poser de graves problèmes aux forces ukrainiennes. Passons maintenant à la direction de Korsk. Des sources ukrainiennes ont publié des images montrant l'évacuation de véhicules endommagés, détruits lors des premiers jours des affrontements, y compris à la suite d'une frappe de missiles Iskander. Nous avons également de nouveaux développements sur le terrain. Hier, nous avions évoqué la prise de contrôle par les Russes du village de Shovka, sécurisant la route principale d'approvisionnement entre Russes et Andas. Aujourd'hui, des cartographes neutres ont confirmé que les forces russes ont encore avancé, contrôlant jusqu'à 50 à 60% du village et continuant leur progression. Si les Russes poursuivent leur avancée vers le village de Prava, ils pourraient compléter un mouvement en pince est-ouest, coupant potentiellement les défenses ukrainiennes. Cela entraînerait l'encerclement de plusieurs centaines de soldats ukrainiens actuellement en position dans la zone. Cette situation permettrait également aux Russes de débloquer leur garnison actuellement coincée dans la ville de Malia et ses environs. Pendant ce temps, les Russes continuent de bombarder et d'attaquer les positions ukrainiennes. Et de plus en plus de sources confirment que l'Ukraine a perdu l'initiative. Au cours des dernières nuits et journées, les Russes ont mené plusieurs frappes de missiles Iskander le long de l'ensemble du front. Par exemple, à Mykolaïv, les forces russes ont détruit un hôtel supposé abriter des soldats étrangers, des volontaires et des mercenaires. Le bâtiment a été complètement détruit et il est peu probable que quiconque ait survécu à l'attaque. Il était un peu plus de 3 heures du matin lorsque 2 missiles se sont abattus sur cet hôtel, l'hôtel Druzhba, en plein cœur de Pokrovsk. Une déflagration terrible qui a fracassé toutes les vitres aux alentours et détruit une bonne partie de l'hôtel. Actuellement, les pompiers sont encore à pied d'œuvre pour essayer de dégager les gravats. Cette attaque est un autre signe concret de l'avancée des troupes russes qui sont maintenant aux abords de la ville, dans les banlieues est et sud. On entend d'ailleurs des bruits d'explosion au loin, mais qui se rapprochent. Nous sommes ici à la gare de Pokrovsk, donc dans l'est de l'Ukraine, dans la région très troublée de Donetsk. Vous voyez ce wagon ici, c'est écrit ici « Evacuatia ». Donc c'est des gens qui sont en train d'être évacués, qui sont en train d'essayer de prendre ce qui pourrait peut-être être un des derniers trains pour quitter la ville. C'est des gens qui, pour la plupart d'entre eux, arrivent des banlieues est de la ville, des petits villages qui se situaient au sud et à l'est de la ville et qui ont souvent attendu jusqu'à la dernière minute avant de partir, mais devant l'avancée des troupes russes, ont dû finalement se résigner et partir. Ils ont été amenés ici par des autobus de la Croix-Rouge. Les policiers aident aussi à l'évacuation. Les policiers donc, qui font le tour de la ville un peu partout pour lancer un appel à l'évacuation parce que les forces ukrainiennes se disent en mesure de garder le contrôle de la ville encore au moins quelques semaines. Mais on recommande à la population de partir. Et les gens qui ont longtemps résisté à l'appel, à la tentation de partir, maintenant se résignent et partent. La plupart d'entre eux ne savent même pas où ils vont aller. Мне кажется, в худшую сторону. То есть, в данный момент, где идут боевые действия, хорошего ничего не будет. Поэтому нужно эвакуироваться, нужно уезжать. Особенно я спасаю своих детей, поэтому, как-то так. А потім я пішов на пункт незламності, хотів виїхати. Ждали, поки збереться команда, щоб нас відправили на Константиновку чи Дружковку. І тут ночі прилетіли ще дрони і в вікна. Повлітали в другий, третій поверх. Почалась пожежа в домі на квартирному. Des trains d'évacuation comme celui-ci, il y en a maintenant quotidiennement, 500 personnes environ qui montent dans le train chaque jour. Au rythme actuel, la ville pourrait donc se vider d'ici quelques semaines. Nous avons également des images satellites montrant les résultats de ces frappes
entre le 2 et le 7 septembre. Sur l'une des images, on voit un hangar avec un trou important dans son toit, complètement détruit. De plus, il y a des mises à jour sur les frappes russes à Lviv. Au cours des derniers jours, les Russes ont ciblé l'aérodrome de la région, détruisant une grande partie de son infrastructure. Selon des analystes russes, ils pourraient avoir réussi à détruire quelques avions Su-24 ou MiG-29. Les premiers rapports suggéraient que les frappes visaient les voies ferrées, mais de nouvelles informations confirment que l'accent était mis sur l'aérodrome. Des spéculations indiquent que l'Ukraine pourrait avoir préparé le redéploiement de F-16, mais maintenant, l'infrastructure est gravement endommagée. C'est tout pour cette courte vidéo. Nous aimerions rappeler que nous n'encourageons aucune forme de violence. Merci d'avoir regardé, veuillez vous abonner à la chaîne, laisser un like et un commentaire pour nous soutenir. Passez une bonne journée.